Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique, émission spéciale cette semaine réalisée au Parlement européen de Bruxelles. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. C'était hier le 9 mai, journée de la fête de l'Europe. Comme la semaine passée dans l'Hebdo Politique, nous allons une nouvelle fois parler de cette Europe qui peut paraître si lointaine et pourtant si influente dans notre quotidien. Pour m'accompagner ce soir, Charles de Marcilly, responsable du bureau de Bruxelles de la Fondation Robert Schuman. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. L'Europe, c'est aujourd'hui 500 millions de citoyens dans 28 États, mais également des institutions et des organes complexes, sans doute un peu trop. On aura l'occasion d'y revenir. Il y a le Parlement européen où nous nous trouvons ce soir à Bruxelles, mais qui siège aussi parfois à Strasbourg. Il y a la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, sans oublier la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement et encore beaucoup d'autres. Au total, un peu moins de 60 000 fonctionnaires et assimilés. Alors, qui dirige l'Europe? Comment fonctionne l'Union européenne? Comment y voir plus clair? Faut-il simplifier le fonctionnement des institutions? Nous aborderons ensemble toutes ces questions dans cette émission. L'Hebdo Politique sur Sensation. Les institutions européennes sont nombreuses et complexes, je le disais. C'est aussi une critique que l'on entend souvent de la part des Européens et des partis politiques les plus eurosceptiques. Alors l'Europe a-t-elle tout simplement besoin de réformer ses institutions? Et si oui, pourquoi? Sans donner vos solutions, votre point de vue, Charles de Marcilly, là-dessus. Aujourd'hui, on a un système qui fonctionne plutôt pas trop mal, qui était historiquement basé sur un triptyque que vous avez cité, la Commission européenne, Juncker, qui a succédé à Barroso, propose, et puis le Parlement européen et les représentants des États membres, les chefs d'État, de gouvernement ou les ministres concernés disposent. Et donc ça fonctionne jusqu'à maintenant de façon pas trop mal, même si on pourrait aller un peu plus loin et qu'il y a des nouvelles problématiques qui s'ouvrent. Alors justement, pour vulgariser et simplifier tout ça, il y a en gros 4 grosses institutions ici. Le Conseil européen qui fixe les orientations politiques globales de l'UE, le Parlement européen en charge de voter les lois avec le Conseil de l'Union européenne et enfin la Commission européenne qui veille aux intérêts de l'UE dans son ensemble et qui porte l'initiative législative. Aujourd'hui, est-ce qu'on aurait pu peut-être simplifier tout ça et peut-être couper l'une des institutions ou en tout cas rassembler l'une des deux et en avoir que 3 au lieu d'en avoir 4? À mon avis, le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne, donc le Conseil européen, ça n'arrive pas tous les 4 matins, ils se réunissent assez peu. C'est lorsque vous voyez François Hollande et Merkel qui se font la bise sur le perron d'un des bâtiments de Bruxelles. Ça, c'est le Conseil européen et c'est assez récent, c'est pour les très grandes orientations. Donc, avant, ça durait 48 heures. Maintenant, le nouveau président du Conseil européen, Donald Tusk, le Polonais, a essayé de réduire ça à une journée, voire une soirée. Donc, il a fait des gros progrès. Et j'ai pas l'impression que ce soit ni chronophage, ni que finalement ça mobilise tant d'énergie, de secrétariat et tout un ensemble de facteurs. Les réunions des ministres et puis ce qu'on appelle le Coreper, donc c'est assez technique, mais c'est là où en fait les États discutent entre eux des différentes thématiques pour trouver une position commune face à la Commission européenne qui a proposé et au Parlement européen. La Commission européenne, c'est l'exécutif. C'est eux qui proposent, qui rédigent l'ensemble des lois, qui vont être proposées au Parlement européen, qui depuis 1979 rassemble les eurodéputés, les députés européens qui sont élus au suffrage universel direct depuis 1979. Donc je ne vois pas aujourd'hui ce qu'on pourrait réellement couper, en tout cas sur ces différents leviers. Et puis on voit, mais c'est peut-être un peu technique, qu'il y a certains passages un peu plus rapides qu'auparavant pour justement accélérer les processus. Vous le disiez, les députés sont les seuls membres élus, ils sont 751. Est-ce que le fait que ce soit les seuls on va dire, membres élus, les seuls députés européens, est-ce que c'est pas un problème ça dans l'Europe d'aujourd'hui? On a réduit en fait cette question-là aujourd'hui au Parlement européen, alors que je pense qu'il faut prendre d'une façon un peu élargie. Si vous regardez aujourd'hui un ministre ou un chef d'État de gouvernement, il a aussi une légitimité démocratique. Son gouvernement est arrivé ici à la suite d'élections. Donc, quand il vient à Bruxelles, entre guillemets, pour défendre une position, il est aussi élu démocratique. C'est d'ailleurs ce qu'ont dit la plupart des chefs d'État de gouvernement ou les ministres de l'économie et des finances au grec Alexis Tsipras quand il arrivait en disant qu'il avait une légitimité démocratique. Les autres ministres mais d'un point de vue national, pas forcément d'un point de vue de l'Europe.
Oui, mais après, quand ils se mettent ensemble, ils représentent chacun, ils agrègent chacun la position nationale pour faire une position commune qui devient la position européenne. Donc, indirectement, ils représentent chacun, quoi, directement, ils représentent chacun leurs citoyens qui, par la suite, trouvent cette position commune. Et puis la Commission, et ça c'est assez nouveau, pour la première fois, le président de la Commission européenne, à la suite des élections de mai de l'année dernière, a été proposé en fonction des résultats. Et donc on voit qu'il y a davantage de légitimité démocratique, même si c'est encore imparfait. Des résultats qui avaient donné en tête le Parti populaire européen, on va dire entre guillemets la droite La droite européenne. européenne, oui, oui. Est-ce qu'il n'y a pas de, du coup, il n'y a pas de déficit démocratique pour vous aujourd'hui dans l'Europe d'aujourd'hui, où on pourrait quand même un peu faire mieux d'un point de vue démocratique? Là où il y a un déficit, à mon avis, assez frappant, c'est sur la connaissance de deux facteurs, de deux éléments. La connaissance de l'Union européenne et de son fonctionnement. Et je trouve que l'émission que vous faites ce soir est tout à fait bienvenue parce que, évidemment, qu'elle peut être un peu technique, mais en même temps, ça concerne tout le monde et tout un chacun. Et puis aussi une méconnaissance des enjeux qui sont derrière. Donc il y a une question technique, comment ça fonctionne, et puis surtout pourquoi est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce que ça va donner et pourquoi est-ce que c'est important que mes gouvernants, par exemple, prennent position, que les partis politiques, droite, gauche, vert, bleu, la couleur que vous voulez, puissent s'engager sur cette réflexion européenne. Et là, on voit qu'il y a une différence ou une distinction en fonction des États et que vous avez des pays sur lesquels finalement vous avez assez peu de pro-européens, que vous soyez pour ou contre l'Europe d'ailleurs, c'est même pas la question, mais au moins de s'engager sur ces débats européens, alors que vous avez d'autres pays où très clairement, et c'est par exemple Angela Merkel qui l'avait dit, qu'aujourd'hui les questions européennes étaient une question nationale. Justement, presque 58%, c'est le taux d'abstention sur l'ensemble des 28 pays de l'Union aux élections européennes de mai 2014. Comment expliquez-vous un taux si élevé qu'alors, justement, sur cette question-là, les parlementaires européens, on a, nous, citoyens lambda, la position d'influencer les choix? Oui, les réponses sont assez larges et je pense qu'elles sont à mettre en perspective. La première, c'est que j'ai quand même l'impression, alors moi j'y travaille tous les jours, donc c'est un peu particulier, mais j'ai l'impression que le citoyen européen se rappelle qu'il y a un Parlement européen tous les 5 ans, quand finalement il faut aller voter, et qu'on lui dit « Ah, rappelez-vous, il y a un Parlement européen et c'est important maintenant, parce que l'Europe c'est grand, c'est chouette et c'est beau. » Bon, très bien, vous allez voter, et puis vous allez voter traditionnellement pour les mêmes partis, que ce soit pour les départementales, les législatives, les élections nationales ou les européennes, sans avoir lu ce qui a été fait ou de voir si réellement il y a une vision progressiste, une vision qui soit plus libérale, une vision qui soit plus verte, ou ce que vous voulez, en tout cas sur ces questions européennes. Et donc je crois qu'il y a un vrai déficit de compréhension des enjeux qui sont derrière tout au long en fait des différentes procédures. Pourquoi est-ce qu'un ministre, quand il revient à Paris, peut-être à Berlin, à Rome ou à Londres, arrive en disant « Ah, j'ai gagné à Bruxelles » ou « C'est encore la faute de Bruxelles », alors qu'il faut dire que toutes les décisions qui sont prises ici, aujourd'hui, surtout si vous êtes français ou allemand, il y a quand même assez peu de décisions qui sont prises contre ces États qui ont encore une force motrice assez significative. Donc, il y a aussi une volonté de la part peut-être des partis politiques au niveau national d'être assez discrets, soit par intérêt, soit par appétence tout simplement, et de mettre ces enjeux en second plan, voire en troisième plan, davantage que des enjeux locaux ou nationaux par exemple. Le traité de Lisbonne, rentré en vigueur en décembre 2009, a renforcé l'action législative du Parlement européen dans l'agriculture, l'immigration, la politique énergétique également. Est-ce assez pour vous ou faut-il aller plus loin en lui conférant 100% du pouvoir législatif au Parlement européen? Attention, c'est 100% du pouvoir législatif, il y aura toujours un équilibre. Donc c'est quand même la Commission qui propose. C'est la Commission qui propose. Aujourd'hui, le Parlement peut suggérer, mais et il vote sur quasiment tout. Sur quasiment tout, mais pas sur tout, c'était ma question. Oui, pas sur tout, mais sur les questions de concurrence, par exemple, si vous devez mettre une amende pour un cartel et qu'il faut attendre le processus législatif parlementaire ici, qui est assez rapide, qui n'est pas si long que ça, mais qui prend quand même un certain temps, il est très clair que vous avez le temps d'avoir tout le monde qui quitte l'Union européenne. Donc c'est assez spécifique la concurrence. Je trouve qu'avec le traité de Lisbonne, on a élargi quand même de façon très significative, que la capacité du Parlement européen de pouvoir alerter la Commission, de pouvoir encourager la Commission à prendre des initiatives est assez forte. Maintenant, la Commission, c'est l'exécutif, est indépendante et autonome, et propose qu'elle souhaite mettre sur la table, sachant qu'il y a des enjeux politiques ici au Parlement européen qui lui permettent d'équilibrer
ce qui sera amené ici. Donc je ne sais pas s'il faut encore élargir le pouvoir du Parlement. Essayons d'abord que le Parlement européen puisse prendre la pleine mesure du traité de Lisbonne, ce qu'ils ont fait sur le traité, sur le mandat précédent. D'ailleurs, je vous recommande une étude que j'ai rédigée en mai dernier sur le bilan de la 7e législature du Parlement européen, et on voit que le Parlement européen a pris à pleine main ces nouvelles prérogatives, ces nouvelles dispositions, et qu'aujourd'hui ça fonctionne plutôt correctement. Où est-ce qu'on peut retrouver justement cette étude après? Sur le site de la Fondation Robert Schuman. D'accord. Vous Parlement européen et vous verrez 7e législature. C'est une étude qui est assez large et qui montre aussi comment est-ce que les députés par pays travaillent. Et que vous voyez qu'il y en a beaucoup qui vont prendre des rapports, qui vont travailler sur de contenu, et d'autres, un pays que vous connaissez vous et que je connais très bien, par exemple, vont davantage travailler sur des choses qui vont être un peu plus visibles. Donc il y a aussi des luttes d'influence qui sont assez fortes, et la capacité pour un pays, pour des partis politiques nationaux d'être présents au Parlement européen et d'avancer et d'investir font aujourd'hui partie, à mon avis, de la stratégie d'influence d'un État. Et je crois que c'est plutôt là-dessus qu'il faut investir, davantage qu'encore augmenter les poids du Parlement européen, qui finalement sont très significatifs depuis le traité de Lisbonne. Alors pour que les choses soient le plus claires possible, est-ce que les parlementaires européens, est-ce que les députés européens plutôt, ont la possibilité de proposer des lois, ou c'est uniquement la Commission européenne? Non, c'est la Commission qui propose, mais les députés européens, et le faire valider par l'ensemble du Parlement, peuvent faire ce qu'on appelle des rapports d'initiative, et donc dire, voilà, on estime nous, que sur telle thématique, l'Union européenne devait prendre telle position, en tout cas devrait s'interroger et aller plus loin que ce que la législation actuelle prévoit. Maintenant, la Commission européenne a un petit délai pour dire très bien, j'en prends bonne note, pour dire très bien, on a déjà commencé un travail préparatoire, ou alors ce n'est pas à l'ordre du jour, parce que nos études et notre réflexion montrent qu'aujourd'hui, cette problématique est mineure ou secondaire et qu'elle ne justifie pas une nouvelle législation. Donc il y a un dialogue constant entre les institutions. L'hebdo politique, vous avez la parole. Vous avez la parole. Alors nous sommes allés demander à nos auditeurs des Yvelines s'ils savaient qui dirigeait l'Europe, et vous allez l'entendre, le fonctionnement de l'Union européenne n'est pas si clair que cela, beaucoup de pédagogie reste à faire. Qui dirige l'Europe? Je crois que c'est une responsabilité qui change. Alors je ne sais pas à quelle vitesse, mais il me semble que c'est toutes les années ou toutes les 2 années, il y a un État en Europe qui prend la tête de la Commission européenne et qui gère des affaires courantes. Actuellement, je ne sais pas. C'est Merkel, peut-être. J'en sais rien. Plusieurs personnes. Non, concrètement, j'en sais rien. C'est à Bruxelles, là, j'ai oublié, nos députés européens et le Conseil économique, non pas économique, le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, à Bruxelles et à Strasbourg. Oui, non, c'est à Strasbourg, mais c'est au brûle pour le point. Alors donc c'est un peu, mais ça nous coûte, franchement, ça nous coûte très cher, je trouve. C'est un peu flou, mais enfin, disons que y a un Parlement, il y a un Conseil de l'Europe, et donc il y a quand même des réunions qui sont faites régulièrement. Les ministres français, comme ceux des autres pays, se réunissent régulièrement pour prendre des mesures, disons, à l'échelle européenne. C'est compliqué, de toute façon, la politique, c'est quelque chose de compliqué. Alors Charles de Marcilly, est-ce que c'est compliqué, si compliqué, la politique européenne? Qui dirige finalement l'Union européenne aujourd'hui? Est-ce qu'on peut établir quelqu'un précisément, ou alors c'est trop simpliste de faire cela? C'est un peu réducteur. Si on veut, pour le coup, réduire et simplifier, vous avez la Commission européenne, où chaque État membre a un commissaire. Alors c'est pas lié théoriquement ou symboliquement, ils sont censés, c'est une image bien entendu, mais laisser leur passeport et représentent la Commission européenne. Mais donc vous avez 28 commissaires, dont un qui est président, qui est Jean-Claude Juncker, le luxembourgeois, qui est en poste depuis le 1er novembre. Donc déjà, vous avez une première réponse, vous avez ce collège, ça s'appelle le collège, ce collège de commissaires qui gère et qui dirige la Commission européenne. Ensuite, vous avez un peu plus de 750 eurodéputés. Et là, ceux qui gèrent réellement cette institution, ça va dépendre d'une coalition. Et donc toute la question, c'est est-ce que vous êtes dans la grande coalition? Et vous avez plusieurs types de coalitions, mais par dossier, vous allez avoir la droite et la gauche qui va se mettre ensemble, et ils seront majoritaires, un peu plus de 351 sièges, et donc c'est leur point de vue qui passera. Et puis vous pouvez avoir la gauche, les Verts, et puis une partie de l'extrême gauche qui se mettent ensemble, et à ce moment-là, ce serait leur point de vue qui va passer sur un autre dossier. Et donc vous avez comme ça des coalitions qui sont mouvantes.
Donc, qui dirige le Parlement européen? Si on regarde, on a fait là aussi plusieurs études à la Fondation Robert Schuman, on voit qu'il y a une dominance assez forte, notamment sur les postes à responsabilité de la part des Allemands, mais aussi des Polonais, ce qui est assez récent. Ils ont 4 présidences de commissions parlementaires, il y a à peu près une vingtaine de commissions parlementaires. Les Français n'en ont que 2. Donc on voit qu'il y a des postes comme ça qui sont importants. Et puis la troisième institution que vous avez citée, c'est le Conseil de l'Union européenne. Et là, la répartition de cette influence se fait en fonction de votre poids démographique. Donc l'Allemagne a davantage de voix que Chypre. Justement, on parle de l'Allemagne. Vous avez entendu cette personne qui disait c'est Angela Merkel. On entend souvent ça dans les médias, notamment des partis les plus eurocritiques. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une part de vérité? Est-ce que Angela Merkel pèse plus que les autres dans le débat européen aujourd'hui? Alors déjà, est-ce que l'Allemagne pèse plus dans le débat européen de façon plus large d'ailleurs? Je crois pas que Angela Merkel, juste pour préciser, la chancelière allemande. Et la chancelière allemande, est-ce que c'est elle qui pèse davantage? J'en ai pas le sentiment. En revanche, est-ce que l'Allemagne aujourd'hui a une vision européenne? La réponse est oui. Est-ce que l'Allemagne aujourd'hui peut servir de modèle parce qu'ils ils ont des bénéfices de la politique assez forte qu'ils ont menée depuis 15 ans? La réponse est oui. Est-ce que c'est la locomotive de l'Europe? La réponse est là aussi oui. Est-ce qu'ils ont une stratégie de présence et d'influence? La réponse est oui. Est-ce que les autres États membres ont la même stratégie? La réponse est non. Et donc ils prennent aussi une place qui est laissée libre par d'autres États membres. Et c'est peut-être là, la France notamment, et c'est là peut-être où il faut avoir une réflexion, et je sais que cette réflexion existe, pour se dire comment est-ce qu'on réussit à, non pas d'égal à égal, parce qu'on est tous partenaires, mais de se dire voilà, que là, il y a une vision française de cette question-là, que ce soit sur les questions environnementales, agricoles, budgétaires, économiques, financières. Vous pouvez prendre le sujet que vous souhaitez, mais d'avoir une vision comme ça qui soit proactive, et pas toujours une vision qui soit sur la défensive. Donc ça, à mon avis, c'est rentre en résonance avec 2 choses. La première, c'est que si au niveau institutionnel, au niveau national, vous êtes fébrile sur les questions européennes, parce que par exemple, vous avez des partis d'opposition qui sont très durs et qui mettent ça en avant. On peut regarder la question grecque, par exemple, c'est évidemment délicat. Et puis le deuxième volet, c'est aussi de pouvoir avoir les capacités de se projeter au niveau européen et donc d'avoir aussi une vision et une santé économique de votre État membre qui est suffisamment forte pour pouvoir essayer d'être un modèle ou en tout cas d'avoir une ambition au niveau européen. Et je pense que ça manque aujourd'hui dans certains États. C'est l'heure de faire une pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Charles de Marcy, responsable du bureau de Bruxelles de la Fondation Robert Schuman. On a parlé des institutions, maintenant parlons de la vision des citoyens qu'ont les citoyens européens de l'Europe. Quand vous entendez qu'un Français sur 2 souhaite moins d'Europe, que 4 Français sur 5 n'ont plus confiance en l'Europe, ce sont des sondages parus au moment des élections européennes. Est-ce que ces résultats, ces sondages-là, qui s'aggravent avec le temps, est-ce qu'ils vous inquiètent? Ils inquiètent les institutions européennes très clairement. Jean-Claude Juncker, lors d'un de ses discours au Parlement européen, au niveau de son investiture, a qualifié sa commission de la dernière chance. Alors, c'est pas exagéré, ça? C'est ce que j'ai pensé quand je l'ai entendu, et puis après, il a expliqué. Et il a dit, c'est la dernière chance, parce que c'est la dernière chance où je fais face à un Parlement européen où les eurosceptiques de tout poil sont encore assez minoritaires. Si on n'est pas capable d'apporter une réponse collective, de revenir avec de la croissance, d'apporter finalement un modèle qui soit social, un modèle qui soit aussi éducatif, culturel, on l'avait déjà cité auparavant, d'avoir comme ça une vision qui soit assez intéressante et qui puisse servir d'encouragement pour des jeunes de 20 à 25 ans. On ne pouvait pas vous permettre d'avoir des États membres aujourd'hui dans l'Union européenne, que ce soit la vieille Europe ou la jeune Europe, où vous avez 25% des gens de moins de 30 ans qui sont au chômage. Évidemment que vous avez un pessimisme. 50% en Grèce et en Espagne même. 50% en Grèce et en Espagne. Donc ces chiffres-là font peur à tout le monde. Et on sait bien qu'il y a un rejet de la classe politique. Mais on le voit au niveau national ou au niveau européen. Et donc ça fait une montée des populistes. Et c'est là où il y a une réponse qui est nécessaire de la part de l'Union européenne, mais qui passera par des résultats et qui ne passera pas juste en agitant des drapeaux bleus avec des étoiles ou en disant que le populiste est méchant. Il faut expliquer pourquoi est-ce qu'il est méchant, que ce que lui propose, c'est finalement l'enfermement économique et que ça n'a pas de sens et que ce n'est pas une solution, et aussi être capable d'être force de proposition. Et c'est peut-être là où, au niveau peut-être tant national qu'européen, il y a un besoin en fait d'un peu de renouveau, de se concentrer sur l'essentiel, et c'est le message de Juncker et de la Commission européenne depuis 6 mois. Ça veut dire qu'en 2019, lors des prochaines élections européennes, l'Europe telle que vous l'imaginez peut disparaître, peut mourir concrètement? Non, absolument
absolument pas. J'ai pas l'impression que ce soit qu'on soit dans cette phase-là. J'ai plutôt l'impression qu'au contraire, la volonté de se concentrer sur l'essentiel, d'expliquer qu'il y a des thématiques sur lesquelles il faut davantage d'Europe parce que la réponse est collective. L'énergie. Alors, pour les Français, ça paraît compliqué parce qu'on est toujours en autosuffisance, qu'on l'a été pendant très longtemps, mais pour la majorité des États membres de l'Union européenne, la sécurisation de l'énergie, parce que vous êtes dépendant de puissances tiers, la Russie par exemple, ou si vous prenez tous les pipelines qui passent par la Turquie, c'est une vraie question fondamentale. Donc, la réponse là, elle est collective. Si vous avez les pipelines qui doivent passer par 5 ou 6 États membres, vous voyez bien que la réponse est européenne. La réponse n'est pas tout seul qui va aller se battre. Quand vous avez des dossiers comme ArcelorMittal, on a vu chaque État membre, sur le Luxembourg, la Belgique ou la France, ont essayé de discuter tout seul, puis à un moment ils se sont réveillés, ils se sont dit si on discutait tous ensemble face à ArcelorMittal, on aurait peut-être une position un peu plus forte et on pourrait se faire entendre. Donc on voit très bien que le paradigme et que le niveau de pertinence monte. Et c'est là où l'Union européenne doit accompagner. Maintenant, si l'Union européenne est là juste pour taper pour des normes et des règlements, elle va avoir une vision négative par nature. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui, selon vous? C'est ce qu'elle fait beaucoup moins. C'est ce qu'elle a fait beaucoup, parce qu'il y avait une vision politique derrière, et qu'en fait, la Commission et le Parlement existaient parce qu'ils réglementaient. Ce qu'on voit un petit peu d'ailleurs au niveau du Parlement français. Plus je réglemente, plus j'existe. Et là, la commission Juncker a complètement changé son fusil d'épaule. Et autant la commission Barroso proposait plus ou moins une 70, 80, voire parfois 100, 110 nouvelles réglementations par an. Cette année, la commission Juncker en propose 23. Donc on voit qu'il y a une nouvelle approche qui est de se concentrer sur 10 priorités. Le plan d'investissement, par exemple, l'énergie, le climat, l'agenda numérique. Donc des choses comme ça qui sont très en termes de projection. Et puis davantage, en fait, sur des petites choses. Et donc, c'est un peu un des slogans de la nouvelle commission qui est de dire d'être petit sur les petites choses et important sur les choses importantes. Ces chiffres dont je parlais, un Français sur 2 qui souhaite moins d'Europe, 4 sur 5 qui n'ont plus confiance en l'Europe. Est-ce que ce problème, vous qui êtes un expert finalement de l'Europe, est-ce que c'est un problème français ou c'est un problème qui touche l'ensemble du continent ? Alors, ça ne touche pas l'ensemble du continent de la même façon, mais on voit une montée des partis populistes et donc souvent eurosceptiques qui est assez forte. Donc, la question est de se dire, est-ce qu'ils ont tous la même raison de dire qu'ils sont contre l'Europe ou contre une vision politique particulière. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont indifférentes. Et la preuve, c'est que les partis eurosceptiques n'arrivent pas à se mettre d'accord au Parlement européen pour former un groupe. Donc Mme Le Pen n'arrive pas à former un groupe. Elle siège aujourd'hui chez les non-inscrits. Alors ça peut changer au cours de la législature, mais on voit bien que les visions de chaque petit parti populiste, qui par essence sont d'essayer d'être le plus proche possible du niveau national, voire parfois régional, si on pense à la Belgique, ont du mal à se mettre d'accord avec les autres et qu'ils n'ont pas vraiment de points en commun. Donc est-ce que les 1, 2 ou 3 personnes sur votre échantillon qui sont contre l'Union européenne sont contre pour la même raison? Est-ce qu'il y en a un qui va dire c'est parce que je suis au chômage, le second qui va dire parce que ma retraite n'est pas suffisamment élevée, le troisième qui va dire parce que j'en ai marre de payer des taxes sur je ne sais quoi alors que ce n'est pas une compétence européenne et que la fiscalité est une compétence exclusivement nationale aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a aussi parfois une nuance à apporter. Est-ce que vous pensez également qu'il y a un décalage entre le grand public et les institutions et les technocrates qui siègent au sein des institutions européennes? Je pense qu'il y a un vrai décalage et que c'est par exemple une des raisons d'être de la Fondation Robert Schuman, de pouvoir essayer de combler ce décalage. La Commission essaie de changer sa communication. Les députés européens essayent de beaucoup communiquer et le font au niveau local, puisque en France, par exemple, les élections européennes sont avec des grandes régions, donc d'essayer d'être davantage proche du citoyen. Malheureusement, je trouve qu'on est quand même très souvent dans le slogan, et je pense qu'être proche du citoyen, ça passera par les résultats. Selon le dernier Eurobaromètre sur la citoyenneté européenne, seulement 45% des personnes interrogées sur l'ensemble des 28 pays membres se déclarent attachées à l'Union européenne. N'est-ce pas ça, finalement, le problème, ce sentiment de ne pas être européen, de ne pas savoir ce qu'est l'Europe? Comment on peut régler ce problème? Par plus de pédagogie, par peut-être des cours au sein des classes, des écoles scolaires élémentaires européennes? Comment on peut régler ce problème, ce sentiment de ne pas être européen? Je pense que déjà connaître l'histoire, la culture européenne, de voir ce qui nous rapproche, de voir aussi nos particularités. Des cours à l'école, par exemple? Des cours à l'école, oui, ça c'est évident. Il ne faut pas attendre d'être en master affaires européennes et d'avoir 23 ans pour comprendre ce que c'est que la Commission et le Parlement européen. Parce qu'aujourd'hui, le poids législatif de ces institutions n'est pas équivalent, mais sur certaines thématiques et certains dossiers peut être aussi important que le poids de votre Assemblée nationale ou du Sénat. Donc c'est important en tant que citoyen.
juste de comprendre ce qui va régler votre vie de tous les jours, finalement, d'où viennent ces différentes réglementations et pourquoi est-ce qu'en effet, sur les questions climatiques, ça a plus de sens d'être réglé au niveau commun avec les autres partenaires européens davantage qu'au niveau national. Pourquoi est-ce que sur d'autres thématiques, sur les questions d'emploi et d'affaires sociales, c'est encore une prérogative exclusivement nationale et à ce titre-là, c'est davantage au niveau français, la région ou la France qui va s'en occuper et que finalement la Commission ou le Parlement européen vont pouvoir essayer de mettre des bonnes idées autour de la table mais qui ne peuvent pas contraindre les États à avancer. Donc je crois que c'est vraiment fondamental déjà de comprendre ce que c'est. Et puis vous regarderez aussi que de plus en plus, quand on est à l'étranger, on s'aperçoit que dans le regard et dans l'appréciation de nos partenaires au niveau mondial, que ce soit américain ou chinois, on n'est pas souvent d'abord français, allemand ou belge. On est européen ? On est européen. C'est quoi être européen, justement, selon vous ? Européen, c'est d'être aujourd'hui fier de participer à cette culture européenne, que ce soit sur les lettres, que ce soit sur les arts, que ce soit aussi la promotion des droits de l'homme, de voir qu'on a réussi à réunir un continent qui pourtant a souffert de guerres fratricides entre peuples qui étaient plus que proches. Et donc c'est cette histoire commune et cette volonté d'avancer en commun qui, à mon avis, est tout à fait caractéristique de l'Union européenne. D'ailleurs, selon le dernier Eurobaromètre sur la citoyenneté européenne, on en parlait tout à l'heure, le domaine le plus cité et qui favorise le sentiment de communauté selon les personnes interrogées, c'est la culture. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'il faut imposer une culture européenne ou en tout cas la favoriser ? Imposer une culture, non, pas imposer, favoriser plutôt. Favoriser ou encourager. Je ne sais pas s'il faut favoriser ou encourager une culture européenne. En tout cas, il faut favoriser ou encourager les domaines qui vont protéger les artistes dans toutes leurs formes. Et donc je pense par exemple aux droits d'auteur, je pense à tout ce qui va être la réglementation sur Internet, tout ce qui va être en fait le sujet d'enjeux qui vont être mondiaux, notamment sur les médias, les nouveaux médias sociaux ou l'ensemble des réseaux, et qui demandent quand même une législation qui soit applicable au niveau européen. Et là, on voit très clairement que la réponse est collective. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique spécial consacré à l'Europe. Merci Charles de Marcilly d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes responsable du bureau de Bruxelles de la Fondation Robert Schuman. Merci également aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Pour en savoir plus sur l'Europe et son fonctionnement, vous pouvez aller sur le site internet de Yveline Information Jeunesse, yij78.org. Vous cliquez sur l'onglet Europe et vous aurez des informations sur les institutions. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. Bonne semaine à toutes et à tous. L'hebdo politique sur Sensation.